Un jour ordinaire à Bagdad, sanglant. 3 ans après le début de la guerre, l'Irak est toujours un champ de bataille. Cet été, l'armée américaine comptabilisait 70 attaques par jour, rien que dans la capitale irakienne. Ce restaurant était fréquenté par des policiers. Un kamikaze vient de s'y faire sauter. Il y a eu 5 morts et 15 blessés. Quelques 30 000 civils ont été tués depuis la chute de Saddam Hussein. L'Irak et son pétrole font l'objet de toutes les convoitises. Il se dit à Bagdad qu'une vingtaine de services secrets de toute nationalité y opèrent. Une véritable guerre secrète. Pour ce reportage, je suis escorté en permanence par 6 gardes du corps et ne me déplace qu'en voiture blindée. Bagdad n'est pas sûr malgré les contrôles incessants des troupes américaines et irakiennes. Et les patrouilles des sociétés militaires privées, 25 000 mercenaires réputés pour leur cachette facile. On les reconnaît à leurs 4x4 blindés blancs. Car Bagdad est aux mains d'autres milices, moins officielles, mais tout aussi dangereuses. Pour en parler, ce journaliste irakien préfère l'anonymat. Ce n'est pas une guerre civile, mais une guerre de milices. Une guerre de milices. Qui sont ces milices? Qui les aide? Qui les soutient? On évoque l'activisme de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie ou de la Syrie parmi les sunnites et les anciens partisans de Saddam Hussein. Mais c'est l'Iran qui serait, en sous-main, le pays le plus influent en Irak. L'Iran qui soutiendrait les groupes armés les plus puissants. Il est vrai que l'Iran supporte certaines des milices qui agissent en Irak. Il est vrai que l'Iran finance ces milices. Il est vrai aussi que l'Iran entraîne certaines de ces milices. Et il est aussi certain que les services iraniens opèrent en Irak. Il est évident que l'Iran exerce une influence sur l'Irak. C'est la deuxième dans le pays après la présence militaire américaine. L'Iran et l'Irak partagent plus de 1400 km de frontières, la plus longue frontière terrestre pour ces deux pays. Mais ils ont en commun aussi une religion, le chiisme. 60% des Irakiens sont de confession chiite, comme 90% des Iraniens. Et les lieux saints les plus sacrés des chiites se trouvent en Irak, comme le confirme cet ayatollah irakien. Le centre du monde pour les chiites se trouve en Irak. Ce n'est pas l'Iran? C'est pas en Iran, c'est en Irak. Nous sommes à Téhéran le 9 février dernier. C'est l'Ashura, le jour le plus important pour les chiites. La commémoration du martyr d'Hussein, petit-fils de Mahomet. En l'an 680, à la bataille de Kerbala, Hussein, qui marchait sur Bagdad avec son armée, fut défait par les troupes du calife Yazid Ier. Hussein aurait été décapité, son corps mutilé et toute son armée ainsi que sa famille décimée. C'est la première bataille entre sunnites et chiites. Dans les rues de Téhéran, le rite est identique à celui des rues de Kerbala, en Irak. Les gestes sont les mêmes. Ils pleurent tous le martyr d'Hussein, le guide de tous les chiites. Voilà, malgré la différence de langue entre le farsi et l'arabe, ce qui unit depuis plus de 1300 ans les Iraniens aux Irakiens. Aujourd'hui, Kerbala est une ville sainte chiite et sous son dôme d'or reposerait la dépouille d'Hussein. Pour les chiites du monde entier, le pèlerinage à Kerbala est presque aussi important que le voyage à la Mecque. Saddam Hussein, de confession sunnite, en avait déconseillé la pratique. Depuis sa chute, quelques 15 000 personnes viennent tous les jours se prosterner devant la tombe d'Hussein.
Ils traversent en car un Irak ravagé par la guerre, guidés par leur foi, plus forte que la peur. Ils n'hésitent pas à venir en famille, du monde entier. Je viens de Bombay, en Inde. On représente la communauté chiite indienne. Je suis avec toute ma famille, on est 5 personnes. Mais c'est dangereux pour votre famille. Non, il n'y a pas de problème. Une véritable industrie touristique a pris son essor à Kerbala. Hôtel tout neuf, cars et agences de voyage, tout est fait pour accueillir les groupes de pèlerins. Rien ne manque à la visite du temple, encore moins ses marchands. Pour les Iraniens aussi, Kerbala est redevenu un lieu de pèlerinage. Malgré la guerre et la présence américaine, Massoud, homme d'affaires iranien, et sa famille n'ont pas hésité à traverser une bonne partie de l'Irak pour leurs vacances. On est venus tous ensemble. Mon père, ma mère. Voici ma famille. Lui, c'est mon père, c'est ma femme et ma mère. Ces lieux sont sacrés pour nous. D'ailleurs, pas seulement pour nous, mais pour tous les chiites. Il n'y a pas de différence entre les chiites iraniens et irakiens. Les chiites et sunnites sont aussi des frères. Ici, on oublierait presque que l'Irak est en guerre. Mais 2 jours auparavant, 3 obus ont été tirés sur la ville sainte. Pas de quoi décourager Massoud, remonté contre les Américains. On n'a pas peur des Américains. Depuis des années, nous considérons l'Amérique comme un pays satanique, parce qu'elle intervient dans les affaires internes de tous les pays. C'est un pays qui veut dominer le monde. Ce n'est pas un pays ami, c'est notre ennemi. Quels que soient les Iraniens que nous rencontrons, ils ont tous la même haine de l'Amérique. Regardez aujourd'hui, l'Amérique et l'Angleterre sont dans ce pays. Elles emportent toute la richesse de ces pauvres gens. Ahmed Abou Mustafa est le gouverneur de la région. Tous les matins, il reçoit les chiffres des pèlerins de la veille. Il nous confirme que les Iraniens sont les premiers touristes étrangers en Irak. La majorité des touristes sont iraniens. Il y a un contrat entre les gouvernements irakiens et iraniens pour laisser rentrer les touristes iraniens. Ils viennent visiter l'imam Ali, Najaf et Kerbala. Il y a en moyenne 1500 touristes iraniens par jour. Ils restent en général 3 jours à Najaf et 4 jours à Kerbala. Les autorités religieuses iraniennes soignent particulièrement les villes saintes irakiennes. Elles auraient même fourni les 60 kilos d'or pour recouvrir le dôme sacré de Kerbala. Mais l'influence iranienne ne se limite pas aux lieux saints. Elle est aussi politique. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre au siège du SRI, le Conseil suprême de la révolution islamique en Irak, un des plus puissants partis politiques chiites aujourd'hui dans le pays. Rencontre avec le dignitaire local. C'est pas que nous ayons un penchant pour l'Iran. Nous ne leur donnons pas la priorité sur d'autres pays. Mais c'est vrai, c'est un pays envers lequel nous sommes particulièrement reconnaissants, ni plus ni moins. Sachez que tous nos chefs, que tous les partis islamiques irakiens, même des partis libéraux, ont trouvé refuge en Iran sous Saddam. Le SRI a été fondé en Iran par l'ayatollah Al-Hakim, farouche opposant de Saddam Hussein. En avril 2003, après 23 ans d'exil, son retour est triomphal. Mais prêchant la coopération avec les Américains, l'ayatollah Al-Hakim sera victime d'un attentat, 4 mois plus tard. De retour au pays, ces milliers de partisans, armés et entraînés par l'Iran pour combattre Saddam Hussein, vont former l'une des milices les mieux armées d'Irak et le SRI devenir un parti politique incontournable. Fort de son image de résistance anti-Saddam et de son engagement islamique, le SRI s'impose dans les urnes aux premières élections multipartites au sein de l'Alliance unifiée irakienne, une coalition chiite conservatrice. Les chiites obtiendront la moitié des postes au sein du gouvernement transitoire irakien. 6 mois plus tard,
la coalition chiite de fondamentalistes religieux obtiendra une victoire totale à Bagdad et dans le sud de l'Irak aux élections législatives. Rendez-vous au Parlement avec le cheikh Di al-Din al-Faïd, porte-parole du SRI. Cet homme a passé 30 ans d'exil en Iran et ne tarit pas d'éloges sur ses anciens protecteurs. Au temps de la lutte contre Saddam, l'Iran a été notre seul soutien. L'Iran montre une véritable volonté d'aider l'Irak. La preuve, c'est que lors des premières élections, celles qui ont porté au pouvoir Jafari, le gouvernement iranien a tout de suite offert, comme cadeau au gouvernement provisoire, $1 milliard. Au nom de cette nouvelle amitié, l'Iran d'Ahmadinejad envisagerait même, selon notre interlocuteur, d'annuler la dette de l'Irak à son égard. Une dette de plusieurs milliards de dollars en compensation des dégâts occasionnés par la guerre Iran-Irak. En avril 2006, Téhéran a même nommé un ambassadeur à Bagdad. Une première depuis un quart de siècle. L'influence iranienne va bien au-delà des négociations diplomatiques et de l'assistance économique. Elle est aussi idéologique. Dans sa lutte d'influence avec les États-Unis en Irak, l'Iran s'appuie aussi sur une partie des mosquées chiites. Retour à Karbala. Cette école coranique vient de réouvrir ses portes après des années de fermeture sous Saddam Hussein. L'homme qui la dirige s'était réfugié à Qom, en Iran. L'ayatollah Mohammad Taqi al-Modarrezi rentre d'exil. Son discours incite ouvertement les fidèles à rejoindre les milices chiites. L'existence des milices est nécessaire pour assurer notre autodéfense. Si le pouvoir en place n'instaure pas un système pour affronter les défis qui se présentent, il n'y a pas d'autre alternative dans ce pays que les milices. La preuve, dans le nord de l'Irak, il n'y a pas de problème. Ce sont les milices kurdes qui assurent la sécurité. Et pourquoi ce serait autorisé pour les autres et pas pour nous, les chiites ? 3 ans après l'intervention américaine, il flotte en Irak un parfum de guerre civile. Les affrontements entre groupes confessionnels chiites et sunnites n'ont jamais été aussi sanglants. Le gouvernement irakien essaie de désarmer les milices en intégrant leurs hommes dans les forces de sécurité, mais c'est au risque du noyautage de l'armée et de la police par les fondamentalistes. Selon l'ambassade américaine, l'Iran joue en sous-main un rôle militaire crucial en Irak. Rencontre avec l'ambassadeur Khalilzad, qui était en poste auparavant, en Afghanistan. Nous avons des preuves solides que des fournitures proviennent d'Iran. Nous avons les preuves que des armes traversent la frontière iranienne. Et nous avons aussi des preuves que directement ou indirectement, les Iraniens entraînent la guérilla. Est-ce qu'on peut les voir ? Est-ce qu'on peut les filmer ? J'ai vu moi-même des preuves. Je suis convaincu. Mais, comme vous le savez, elles sont classées confidentielles par les services secrets et cela rend difficile de les rendre aussi publiques qu'on le souhaiterait. Officiellement secret défense. Pourtant, sur un site d'opposition au régime de Téhéran, on accuse l'Iran de fournir des armes à la guérilla anti-américaine. Comme par exemple un lot de fusils ultra perfectionnés Ster HS-50. Des armes capables de percer des blindages de 5 cm et de tuer un homme à 2 km. Une information qui ne laisse pas indifférent l'ambassadeur. I hope you'll be safe. I think it's probably worried about your safety. Yeah. But low profile, you know, is the best weapon. Thank you very much, sir. Nice to meet you, sir. Good to see you. You're very persistent on the evidence. That's good. Yeah. Najaf. L'autre grande ville sainte d'Irak. Najaf. La ville cimetière, où tout bon chiite espère se faire enterrer. Depuis l'invasion américaine,
Un nouveau secteur a été créé pour y accueillir les dépouilles de ceux tombés au combat ou victimes d'attentats. Najaf, c'est aussi le fief de l'armée du Mehdi, la milice fondamentaliste chiite anti-américaine. La plupart des combattants enterrés ici n'obéissaient qu'à un seul homme, Moqtada al-Sadr. 33 ans, fils de l'ayatollah Sadr assassiné par Saddam Hussein. Le fils est devenu le leader incontesté des masses populaires chiites irakiennes. Moqtada al-Sadr est à la tête de l'une des milices les plus puissantes d'Irak. L'engouement qu'il suscite chez les plus démunis renforce chaque jour un peu plus les rangs de sa milice. Aujourd'hui, ils ont signé comme un cessez-le-feu avec les Américains, mais ils n'ont pas déposé les armes. C'est sous la haute protection du chef de la police de Najaf que je suis remis aux miliciens de l'armée du Mehdi. Ce vendredi est spécial. La mosquée de Koufa est pleine à craquer. Ils sont tous venus écouter leur guide. Je suis le seul occidental à avoir été invité à la prière. Moqtada al-Sadr n'a pas parlé depuis des mois. Nous sommes au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement. Moqtada al-Sadr va aujourd'hui lui faire ses recommandations. Tout l'Irak attend ce discours. Avant tout, j'exige du nouveau gouvernement qu'il réponde aux souhaits de tous les Irakiens. Le retrait des forces d'occupation américaines. C'est l'exigence de tout un peuple et des autorités religieuses et de leurs factions. Le Parlement comme le gouvernement doivent œuvrer pour avant tout virer, déloger cette force colonialiste qui a envahi notre Irak bien-aimé. Nous appelons les pays amis, ceux qui respectent la souveraineté de l'Irak. Et nous leur disons de nous aider car l'Irak n'est pas le dernier, mais peut-être le premier des pays occupés par l'Amérique. Voilà pourquoi nous, tous les musulmans, nous devons être comme un bloc. Notre destinée est commune. Moqtada al-Sadr parle à mots couverts, mais quand il évoque des pays amis, tout le monde comprend qu'il pense d'abord à l'Iran. En janvier 2006, alors qu'il n'avait jamais quitté le territoire irakien, Moqtada al-Sadr s'est rendu à Téhéran, officiellement en pèlerinage, mais il a aussi eu des contacts politiques avec par exemple le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran est sans conteste le protecteur de l'armée du Mehdi. Outre le fief de Najaf, Moqtada al-Sadr et sa milice assurent la sécurité de l'un des plus grands quartiers de Bagdad, Sadr City. Un bastion chiite radical de plus de 2,5 millions de personnes. Les miliciens chiites y contrôlent toute la distribution alimentaire, y compris celle provenant de l'aide internationale. Directement ou indirectement, l'Iran exerce bien en Irak des influences multiples dans les domaines économiques, politiques, religieux et militaires. L'Iran a de bonnes cartes en main pour contrer les objectifs américains dans la région, malgré l'optimisme affiché à l'ambassade américaine. Bien sûr, le régime iranien est ambitieux. Il veut dominer cette région d'un point de vue idéologique et géopolitique. Mais je crois que les efforts faits par ce régime pour exporter son modèle et dominer la région ne donneront rien.
Résoudre les problèmes de cette région, c'est un défi à relever pour notre génération, un peu comme l'était la menace soviétique à l'époque de la guerre froide. Si les Américains ont gagné la guerre froide, il est encore trop tôt pour savoir s'ils pourront un jour s'imposer dans ce nouveau conflit.